Ma belle-fille m'a regardée en souriant et a dit « La cave est parfaite pour vous, Sophie. Vous serez plus près de la chaudière. À votre âge, c'est important d'avoir chaud. » Puis elle a fermé la porte. Et j'ai entendu le verrou. Ce son, ce petit clic métallique, je l'entends encore aujourd'hui quand je ferme les yeux. C'est le son de ma vie qui basculait dans l'obscurité. Je m'appelle Sophie Morel. J'ai 67 ans. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison lumineuse, en Bretagne, face à la mer. Chaque matin, je prends mon café sur la terrasse et je regarde les vagues se briser contre les rochers. C'est paisible, c'est beau, c'est à moi. Mais pendant 2 ans, 2 longues années de ma vie, j'ai vécu dans une cave de 12 mètres carrés, sous la maison que j'avais moi-même payée, dans le noir, dans le froid, dans l'oubli. Et ceux qui m'y ont enfermé, mon propre fils et sa femme. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Plus de maison, plus de liberté, plus de famille. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous parle de ma vie d'avant. De cette vie que j'avais construite pierre par pierre, avec amour, avec patience, avec sacrifice. J'ai été institutrice pendant 40 ans dans une petite école de village en Normandie. J'ai appris à lire à des centaines d'enfants. J'ai essuyé leurs larmes, j'ai encouragé leurs premiers pas vers le savoir. J'ai cru en eux quand personne d'autre n'y croyait. C'était ma vocation, mon bonheur, ma raison de me lever chaque matin. Mon mari s'appelait André. Nous nous sommes rencontrés à une fête de village, quand j'avais 22 ans. Il était menuisier, un homme simple, aux mains calleuses et au cœur tendre. Il m'a fait danser toute la nuit sous les lampions. À l'aube, il m'a raccompagnée chez mes parents, et avant de partir, il m'a dit « Sophie, je ne sais pas grand-chose dans la vie, mais je sais une chose. Je veux passer le reste de mes jours avec vous. » Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Notre vie n'a pas été extraordinaire aux yeux du monde. Nous n'avons jamais été riches, jamais voyagé très loin, jamais possédé de voitures luxueuses. Mais nous étions heureux. André construisait des meubles dans son atelier derrière la maison. Moi, j'enseignais aux enfants du village. Le soir, nous nous retrouvions dans notre cuisine. Nous parlions de tout et de rien. Nous rions. C'était simple, c'était vrai. C'était notre bonheur. Et puis, il y avait Julien, notre fils unique, notre miracle, comme je l'appelais. Je l'ai eu tard, à 37 ans, après des années d'espoir et de déception. Quand le médecin me l'a mis dans les bras pour la première fois, j'ai pleuré de joie. Ce petit être fragile, avec ses yeux fermés et ses poings serrés, c'était tout mon univers. André pleurait aussi, lui qui ne pleurait jamais. Nous avons regardé notre fils et nous avons fait une promesse silencieuse. Nous lui donnerions tout notre amour, tout notre temps, tout ce que nous avions. Et nous avons tenu cette promesse. Pendant des années, Julien a été le centre de nos vies. Je me souviens de ses premiers pas dans le jardin, de son premier jour d'école, où il s'accrochait à ma main en pleurant, de ses premiers bulletins scolaires que nous affichions fièrement sur le réfrigérateur. Je me souviens des soirées où André lui apprenait à travailler le bois, dans l'atelier, des dimanches où nous allions pique-niquer au bord de la rivière, des Noëls où nous décorions le sapin tous les 3 en chantant des chansons. Julien était un enfant doux, un peu timide, sensible. Il avait peur du noir. Alors je lui laissais une veilleuse allumée toute la nuit. Il avait peur des orages. Alors je le prenais dans mes bras et je lui chantais des berceuses jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il avait peur de décevoir. Alors je lui répétais sans cesse « Mon chéri, quoi qu'il arrive,
Maman sera toujours fière de toi. Je le pensais vraiment. Je le pense encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé. C'est ça, l'amour d'une mère. Il ne meurt pas, même quand il devrait. Les années ont passé. Julien a grandi. Il est devenu un jeune homme, puis un adulte. Il a fait des études de commerce. Il est devenu commercial dans une grande entreprise à Rouen. Il gagnait bien sa vie. Il avait une belle voiture, un bel appartement. J'étais fière de lui. Tellement fière. Mon petit garçon timide était devenu un homme qui réussissait. André aussi était fier, même s'il ne le disait pas avec des mots. Il le montrait à sa façon, en gardant précieusement tous les articles de journaux qui mentionnaient l'entreprise de Julien. Et puis André est tombé malade, cancer du poumon. Lui qui n'avait jamais fumé de sa vie. Le médecin a dit que c'était la poussière de bois. 40 ans à respirer des particules fines dans son atelier. La maladie a été rapide, brutale, impitoyable. En 6 mois, l'homme fort et solide que j'avais épousé est devenu une ombre. Je l'ai soigné jour et nuit. Je lui tenais la main quand la douleur était trop forte. Je lui lisais le journal quand il n'avait plus la force de le tenir. Je lui disais « je t'aime », encore et encore, parce que je savais que bientôt je ne pourrais plus le lui dire. André est mort un matin de novembre, dans notre lit, dans mes bras. Ses dernières paroles ont été pour moi. « Sophie, ma Sophie, tu as attendu mon bonheur. » Puis il a fermé les yeux et il est parti. J'avais 62 ans. J'étais veuve. Et pour la première fois de ma vie, j'étais seule. Julien est venu à l'enterrement, bien sûr. Il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit « Maman, je suis là pour toi. » Mais il est reparti le lendemain. Son travail, ses obligations, sa vie. Je comprenais. Il avait sa propre existence maintenant. Je ne pouvais pas lui demander de tout abandonner pour une vieille femme seule. Les premiers mois après la mort d'André ont été les plus difficiles. La maison était si vide, si silencieuse. Je me réveillais la nuit, en tendant le bras vers sa place dans le lit, et mes doigts ne rencontraient que le froid des draps. Je préparais 2 tasses de café le matin par habitude, avant de me souvenir qu'il n'était plus là pour boire la sienne. Je parlais toute seule. Je pleurais sans raison. Je regardais des heures par la fenêtre sans rien voir. Julien m'appelait 1 fois par semaine, toujours le dimanche soir. Des conversations courtes, polies, presque formelles. « Tu vas bien, maman? Tu as besoin de quelque chose? Bon, je te laisse. On se rappelle. » Je lui disais que tout allait bien, que je me débrouillais, que je ne voulais pas le déranger. C'étaient des mensonges, bien sûr. Mais je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète pour moi. C'est à cette époque qu'il m'a présenté Nathalie, sa nouvelle compagne. Il l'avait rencontrée. Un salon professionnel, m'avait-il dit. Elle travaillait dans le marketing. Elle était dynamique, ambitieuse, brillante. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai été frappée par sa beauté. Grande, mince, des cheveux blonds parfaitement coiffés, des yeux bleus perçants. Elle souriait beaucoup, elle parlait beaucoup, elle riait beaucoup. Tout le contraire de mon Julien timide et réservé. Je me souviens de ce premier déjeuner chez moi. J'avais préparé un rôti de bœuf, la recette préférée de Julien depuis son enfance. Nathalie est entrée dans ma maison, a regardé autour d'elle et a dit « Oh, c'est rustique !» Ça a du charme, ce côté vintage. Elle avait dit ça avec un sourire, mais j'avais senti quelque chose dans sa voix, quelque chose de froid, de calculateur. Pendant le repas, elle a à peine touché à son assiette. « Je fais attention à ma ligne. »
avait-elle expliqué. Elle a posé beaucoup de questions sur la maison. Combien de mètres carrés? Combien de terrain? Depuis combien de temps nous l'avions? Est-ce qu'elle était payée? Sur le moment, j'ai pensé qu'elle était simplement curieuse. Aujourd'hui, je comprends qu'elle faisait l'inventaire. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Un beau mariage dans un château de la Loire. J'ai payé une partie des frais, évidemment. C'était normal. C'était mon fils unique. Julien était radieux ce jour-là. Il regardait Nathalie comme si elle était la 8e merveille du monde. Et moi, je regardais mon fils. Et je priais silencieusement pour qu'il soit heureux. 2 ans plus tard, Léo est né. Mon premier petit-fils. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti la même émotion que le jour de la naissance de Julien. Cet amour immédiat, absolu, inconditionnel. Puis Emma est arrivée, 3 ans après. Ma petite princesse aux boucles brunes. Mes 2 trésors, je les adorais plus que ma propre vie. Je les voyais peu, malheureusement. Julien et Nathalie habitaient à Rouen, à 2 heures de route. Je n'avais plus de voiture depuis la mort d'André. Je dépendais d'eux pour les visites. Et les visites étaient rares. Les vacances de Noël, parfois un week-end en été, les anniversaires quand ils n'avaient pas autre chose de prévu. Nathalie avait toujours une excuse. Les enfants avaient des activités. Elle avait des obligations professionnelles. Julien était fatigué. Je comprenais. Je ne disais rien. Je ne me plaignais pas. Mais chaque fois qu'il partait, la maison redevenait silencieuse et mon cœur se serrait un peu plus. C'est alors que Julien m'a appelé un soir de septembre, il y a 3 ans. Sa voix était différente, presque excitée. « Maman, on a quelque chose à te proposer. Nathalie et moi, on a beaucoup réfléchi. Les enfants grandissent, ils ont besoin d'espace, de nature. Et toi, tu es seule dans cette grande maison. Alors voilà notre idée. On vient vivre avec toi. » Mon cœur s'est arrêté. Vivre avec moi. Mon fils, mes petits-enfants, sous mon toit. La fin de la solitude, la fin du silence. Une famille à nouveau. J'ai dit oui immédiatement, sans réfléchir, sans poser de questions, sans me méfier. J'ai dit oui parce que j'étais une mère qui aimait son fils, une grand-mère qui adorait ses petits-enfants, une vieille femme seule qui rêvait d'une famille. J'ai dit oui parce que je croyais encore que l'amour suffisait à protéger des mensonges. Je ne savais pas encore que ce oui allait me coûter 2 années de ma vie dans l'obscurité d'une cave. Ils sont arrivés un samedi d'octobre. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais passé toute la semaine à préparer la maison. J'avais nettoyé chaque pièce, lavé tous les draps, acheté des fleurs fraîches pour le salon. J'avais même fait repeindre la chambre d'amis en bleu ciel pour Léo et en rose pâle pour Emma. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais qu'ils se sentent chez eux. Quand leur voiture s'est garée dans l'allée, j'ai senti mon cœur bondir de joie. Léo est sorti le premier. Il a couru vers moi en criant « Mamie! Mamie !» et s'est jeté dans mes bras. Emma a suivi, plus timide, mais avec ce sourire qui me faisait fondre. Je les ai serrés contre moi si fort que j'avais peur de leur faire mal. Mes petits trésors étaient là, enfin là, pour de bon. Julien m'a embrassée sur les 2 joues. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, le visage tendu. Le travail, m'a-t-il dit. Beaucoup de pression en ce moment. Nathalie est sortie de la voiture en dernier. Elle portait des lunettes de soleil alors qu'il faisait gris. Un manteau qui devait coûter plus cher que ma retraite mensuelle et des talons hauts totalement inadaptés à l'aléa en gravier. Elle a regardé la maison de haut en bas, puis elle a dit « C'est plus petit que dans mon souvenir. » Pas de bonjour, pas d'embrassade, juste ce constat froid.
J'ai souri et j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Les premiers jours ont été merveilleux. La maison était pleine de vie, de bruit, de rire. Les enfants couraient dans le jardin, exploraient le grenier, posaient 1000 questions sur leur grand-père qu'ils n'avaient pas eu le temps de connaître. Je leur montrais les photos d'André. Je leur racontais des histoires de leur père quand il était petit. Ils m'écoutaient avec des yeux émerveillés. Le soir, je leur préparais des crêpes et du chocolat chaud, et nous regardions des dessins animés, tous ensemble sur le vieux canapé du salon. C'était exactement ce dont j'avais rêvé. Mais très vite, les choses ont commencé à changer. Nathalie trouvait tout à redire. La cuisine était trop vieillotte, il fallait la moderniser. Le salon était mal agencé, les meubles n'étaient pas à leur place. La salle de bain était trop petite. Comment pouvait-on vivre avec une seule salle de bain pour 5 personnes? Elle critiquait tout le temps, avec ce sourire poli qui rendait ses remarques encore plus blessantes. Et Julien ne disait rien. Il hochait la tête, il approuvait. Il me regardait avec un air gêné, comme pour s'excuser sans jamais prononcer un mot de défense. Au bout de 2 semaines, Nathalie a commencé à réorganiser la maison. D'abord les meubles du salon. Le canapé où André et moi avions passé tant de soirées a été relégué au garage parce qu'il ne correspondait pas au style qu'elle voulait donner à la pièce. Puis les bibelots, les cadres photos, les souvenirs de toute une vie. Elle les a mis dans des cartons qu'elle a descendus à la cave pour faire de la place, disait-elle, pour épurer l'espace. Chaque objet qui disparaissait emportait avec lui un morceau de ma vie avec André. Mais je ne disais rien. Je ne voulais pas créer de conflit. Je me répétais que c'était temporaire, qu'il fallait faire des compromis quand on vivait à plusieurs, que le plus important c'était d'être ensemble. Puis ça l'a été mon tour. Un soir de décembre, 3 mois après leur arrivée, nous étions à table. Nathalie avait préparé le dîner, un plat compliqué qu'elle avait trouvé sur Internet et que les enfants avaient à peine touché. Elle a posé sa fourchette. Elle a regardé Julien, puis elle s'est tournée vers moi avec ce sourire que je commençais à redouter. Sophie, Julien et moi avons réfléchi. Les enfants grandissent. Ils ont besoin de plus d'espace. Léo a 10 ans maintenant. Il ne peut plus partager sa chambre avec Emma. Et Julien a besoin d'un bureau pour travailler de la maison. Alors voilà ce qu'on propose. On va aménager la cave pour vous. J'ai cru avoir mal entendu. La cave. Cette pièce sombre et humide sous la maison où André rangeait ses outils et où je n'allais jamais parce que l'odeur de moisi me donnait la nausée. « La cave ?» ai-je répété d'une voix blanche. « Oui, on va la ranger. On va mettre un lit, une table, une petite lampe. Ce sera très bien. Et puis vous serez plus près de la chaudière, vous aurez bien chaud. C'est important à votre âge. » J'ai regardé Julien, mon fils, mon petit garçon que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il avait peur du noir. Il fixait son assiette, il ne disait rien. « Julien ?» ai-je murmuré. Il a levé les yeux vers moi. J'y ai cherché de la tendresse, de la honte, quelque chose qui ressemblerait à de l'amour. Je n'ai trouvé que de la gêne et de la lâcheté. C'est juste temporaire, maman, le temps qu'on s'organise. Nathalie a raison. Les enfants ont besoin d'espace. Temporaire. Ce mot, je l'ai entendu des dizaines de fois ces premiers jours. Tout était temporaire. La cave était temporaire. Mon isolement était temporaire. Mon effacement était temporaire. Mais le temporaire a duré 2 ans. Le lendemain, Julien est descendu à la cave avec des outils. Je l'ai entendu travailler toute la journée. Le soir, il m'a dit que c'était prêt, que je pouvais venir voir.
Je l'ai suivi dans l'escalier étroit qui menait au sous-sol. L'odeur d'humidité m'a saisi immédiatement. Les murs étaient gris, tachés par endroits. Le sol était en béton brut, froid sous les pieds. Dans un coin, Julien avait installé un lit de camp, celui qu'on utilisait pour le camping quand il était enfant. À côté, une petite table bancale et une chaise en plastique. Au plafond, une ampoule nue pendait au bout d'un fil. « Voilà », a dit Julien. « C'est pas mal, non ?» J'ai regardé cette pièce de 12 mètres carrés qui allait devenir mon univers. Pas de fenêtre, pas de lumière naturelle, pas d'air. Juste 4 murs qui suintaient sur l'humidité et une ampoule qui grésillait. « Et pour la salle de bain ?» ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. Julien a montré un coin de la pièce. Il y avait une bassine en plastique et un seau. « Temporaire », a-t-il répété. « On va trouver une solution. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans la cave pour la première fois. Le matelas du lit de camp était fin. Je sentais les barches métalliques dans mon dos. Il faisait froid malgré la proximité de la chaudière. L'obscurité était totale quand j'ai éteint l'ampoule. Je n'arrivais pas à voir ma propre main devant mon visage. J'ai pensé à Julien enfant, à sa peur du noir, à la veilleuse que je lui laissais toute la nuit. Et maintenant, c'était lui qui m'enfermait dans les ténèbres. J'ai sorti de ma poche la seule chose que j'avais emportée avec moi. Une photographie d'Andréan. Notre photo de mariage. Il était si beau ce jour-là, si fier dans son costume noir, et moi j'avais 23 ans et je croyais que la vie serait toujours belle. « André », ai-je murmuré dans le noir, « qu'est-ce qui m'arrive ?» Seul le silence m'a répondu, et pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me suis sentie vraiment seule. Pas la solitude de la maison vide, pas la solitude du deuil, une solitude plus profonde, plus glaciale, la solitude de celle qu'on a décidé d'oublier. Le lendemain matin, j'ai voulu remonter pour prendre mon petit déjeuner avec les enfants comme d'habitude. Mais quand j'ai poussé la porte en haut de l'escalier, elle était fermée. J'ai frappé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nathalie a ouvert. Elle portait un peignoir en soie et tenait une tasse de café à la main. « Sophie, qu'est-ce qu'il y a ?» Je voulais monter pour le petit déjeuner. Elle a secoué la tête avec un sourire désolé. « Ce n'est pas une bonne idée. Les enfants ont leurs habitudes maintenant. Et puis, avec votre âge, les escaliers, c'est dangereux. On va vous apporter vos repas. Ce sera plus simple pour tout le monde. » Et elle a refermé la porte. J'ai entendu le verrou tourner. Ce petit clic métallique qui allait devenir la bande sonore de ma captivité. Je suis restée là, debout devant cette porte close. Pendant de longues minutes, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'étais chez moi, dans ma maison, celle que j'avais payée avec André pendant 30 ans, et on m'enfermait dans ma propre cave. C'était absurde, c'était impossible, c'était un cauchemar dont j'allais me réveiller. Mais je ne me suis pas réveillée, parce que ce n'était pas un cauchemar. C'était ma nouvelle réalité. Une réalité où ma belle-fille décidait quand je pouvais manger, quand je pouvais sortir, quand je pouvais voir mes petits-enfants. Une réalité où mon fils, celui que j'avais aimé plus que ma propre vie, avait choisi de me laisser pourrir dans l'obscurité, plutôt que de tenir tête à sa femme. Ce premier jour dans la cave, j'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré de tristesse, de honte, d'incompréhension. J'ai pleuré en serrant la photo d'André contre mon cœur. Je lui demandais pardon. Pardon d'avoir échoué. Pardon d'avoir fait confiance. Pardon d'avoir été si naïve. Et quelque part dans ma tête, une petite voix me répétait « C'est temporaire. Sophie, c'est juste temporaire.
ça va s'arranger. Mais ça ne s'est pas arrangé. Ça n'a fait qu'empirer. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Et peu à peu, j'ai compris que le mot temporaire n'avait jamais eu de sens dans la bouche de Nathalie. C'était juste un mot pour m'endormir, pour me faire accepter l'inacceptable, pour m'enfermer sans que je me débatte. Ma vie dans la cave s'est organisée autour d'une routine immuable et humiliante. Chaque matin, vers 8 heures, j'entendais des pas au-dessus de ma tête. La famille se réveillait. Les enfants couraient dans le couloir. Leurs petits pieds martelèrent le plancher juste au-dessus de moi. Je fermais les yeux et j'imaginais leur visage, leur sourire, leurs cheveux en bataille du matin. Léo qui réclamait ses céréales préférées. Emma qui cherchait son doudou. Des bruits de vie normale, de famille normale, dont j'étais exclue. Vers 9 heures, la porte de la cave s'ouvrait. Pas pour me laisser monter, non. Juste pour qu'on dépose un plateau sur la première marche de l'escalier. Le petit déjeuner de Sophie. Une tasse de café tiède, parfois froid. Un morceau de pain, souvent rassis. Un peu de beurre si j'avais de la chance. Jamais de confiture, jamais de croissant, jamais rien qui ressemble à un vrai repas. Je devais attendre que la porte se referme pour aller chercher mon plateau. C'était la règle. Une règle non dite, mais parfaitement comprise. Je n'avais pas le droit de croiser leurs regards le matin. Le déjeuner arrivait vers 13 heures. Les restes du repas de la veille, réchauffés parfois, froids le plus souvent, des pâtes collées entre elles, un bout de viande desséchée, des légumes bouillis sans saveur. Je mangeais tout, jusqu'à la dernière miette, parce que j'avais faim et parce que je ne savais jamais si le repas suivant viendrait. Certains jours, le dîner n'arrivait pas. Nathalie oubliait, disait-elle, ou alors elle estimait que j'avais assez mangé. Ces soirs-là, je restais éveillée, avec mon estomac qui criait, à écouter les bruits de leur dîner au-dessus de ma tête. Le tintement des couverts, les conversations, les rires parfois. Ils vivaient, ils mangeaient, ils riaient, et moi j'avais faim dans le noir. L'hygiène est devenue un combat quotidien. La bassine et le seau que Julien avait installé étaient ma seule salle de bain. Une fois par semaine, on me donnait un seau d'eau chaude pour me laver. Une fois par semaine. Le reste du temps, je me débrouillais avec l'eau froide du robinet de la buanderie, attenante à la cave. Je me lavais par morceaux, en grelottant, en essayant de garder un minimum de dignité. Mes cheveux, que j'avais toujours portés propres et bien coiffés, sont devenus ternes et emmêlés. Ma peau s'est asséchée, craquelée par le froid et l'humidité. Je ne me reconnaissais plus quand je croisais mon reflet dans le métal de la chaudière. Mes vêtements ont commencé à disparaître. Un jour, j'ai demandé à Nathalie si je pouvais récupérer quelques affaires dans mon ancienne chambre. Elle a haussé les épaules et m'a dit qu'elle avait fait du tri. Mes robes, mes chemisiers, mes jupes, tout ce que j'avais porté pendant des années, tout ce qui me rappelait la femme que j'avais été, elle l'avait donné à une association caritative. Pour faire de la place, avait-elle expliqué, il ne me restait plus que 2 pantalons usés, 3 pulls informes et quelques sous-vêtements. J'ai porté les mêmes habits pendant des mois, les lavant à la main dans ma bassine, les faisant sécher sur le tuyau de la chaudière. Le plus douloureux, c'étaient les enfants. Mes petits-enfants que j'adorais, que j'avais rêvé de voir grandir, de gâter, de couvrir d'amour. Au début, ils descendaient parfois me voir. Léo venait me raconter sa journée d'école. Emma me montrait ses dessins. Ces moments étaient mes seules joies, mes seules raisons de tenir. Mais Nathalie a vite mis fin à ces visites. Elle leur a dit que mamie était fatiguée,
que mamie avait besoin de repos, que mamie était un peu malade dans sa tête et qu'il ne fallait pas la déranger. Les enfants ont cessé de venir. Je les entendais jouer au-dessus de moi. Je reconnaissais leur voix, leur rire, mais je ne pouvais plus les voir, plus les toucher, plus les serrer dans mes bras. Un jour, j'ai entendu Emma demander à sa mère pourquoi mamie vivait dans la cave. La réponse de Nathalie m'a glacé le sang. Parce que mamie est vieille et qu'elle ne peut plus vivre avec les gens normaux. C'est mieux pour elle en bas. Elle est bien, ne t'inquiète pas. Ma propre petite fille y apprenait que j'étais une sorte de monstre qu'on cache au sous-sol. Une vieille femme honteuse qu'on ne montre pas. J'ai pleuré silencieusement ce soir-là, pour ne pas qu'il m'entende. Je pleurais souvent en silence maintenant. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Mon courrier a été le premier signe que quelque chose de plus grave se tramait. Avant de descendre à la cave, je recevais ma pension de retraite, mes relevés bancaires, quelques lettres de temps en temps. Tout arrivait à mon nom, à mon adresse. Mais depuis que j'étais en bas, plus rien. J'ai demandé à Julien ce qui se passait avec mon courrier. Il a eu ce regard fuyant que je commençais à bien connaître. « On gère, maman. Ne t'inquiète pas. On s'occupe de tout. » Gérait, s'occupait. Des mots qui signifiaient que ma vie ne m'appartenait plus. J'ai commencé à perdre la notion du temps. Sans fenêtre, sans lumière naturelle. Je ne savais plus si c'était le matin ou le soir, l'hiver ou l'été. Je comptais les jours en faisant des marques, sur le mur avec un vieux clou que j'avais trouvé. Mais parfois j'oubliais de marquer. Parfois je marquais 2 fois. Mon esprit s'embrouillait. Je passais des heures assise sur mon lit de camp, à fixer le mur gris, à écouter les bruits d'en haut, à essayer de deviner ce qui se passait dans ma propre maison. La solitude était un poison lent qui me rongeait de l'intérieur. Je n'avais personne à qui parler, personne à qui confier ma détresse. Mes anciennes collègues de l'école ne savaient pas où j'étais. Mes voisins d'avant, ceux qui me saluaient quand je jardinais, avaient sans doute oublié mon existence. J'étais devenue invisible, effacée, comme si je n'avais jamais existé. Parfois, je me demandais si je n'étais pas déjà morte, et si la cave n'était pas une sorte de purgatoire où j'expiais des fautes que je n'avais pas commises. Je parlais à André, puis à haute voix, comme s'il était là, assis à côté de moi dans l'obscurité. Je lui racontais ma journée, mes souffrances, mes peurs. Je lui demandais conseil, je lui demandais pardon, je lui demandais de venir me chercher. Parfois, dans mes moments de plus grande détresse, j'avais l'impression d'entendre sa voix me répondre. « Tiens bon, ma Sophie, tiens bon. » Je savais que c'était mon imagination, mon esprit qui vacillait, mais ça me réconfortait quand même. C'était tout ce qui me restait. Un soir, après peut-être 6 mois dans la cave, j'ai fait une découverte qui allait tout changer. Je cherchais quelque chose pour occuper mes mains, quelque chose à faire pour ne pas devenir folle. J'ai fouillé dans les vieilles boîtes qu'André avait entreposées là, des années auparavant. Des outils rouillés, des vis et des clous dans des bocaux, des chutes de bois, des souvenirs d'un temps où cette cave servait à autre chose qu'à enfermer une vieille femme. Et puis, au fond d'un carton poussiéreux, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un téléphone portable, un vieux modèle qu'André avait gardé, de ceux qu'on utilisait il y a 10 ans. Je l'ai regardé longtemps, sans oser y croire. Le chargeur était là aussi, enroulé dans un sac plastique. Mes mains tremblaient quand j'ai branché l'appareil sur la prise près de la chaudière.
J'ai attendu, le cœur battant. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et puis l'écran s'est allumé. Le téléphone fonctionnait encore. C'était un miracle, un petit miracle dans l'obscurité de ma prison. J'ai dû attendre plusieurs heures que la batterie se charge suffisamment. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je fixais le petit voyant rouge qui clignotait, terrifiée à l'idée qu'on découvre ce que j'avais trouvé. Le lendemain, quand j'ai allumé le téléphone, j'ai découvert qu'il captait le Wi-Fi de la maison. Le réseau n'était pas protégé par un mot de passe, une négligence de Julien, qui allait devenir ma planche de salut. Pour la première fois depuis des mois, j'avais une fenêtre sur le monde extérieur. J'ai d'abord regardé la date. Nous étions en juin. J'étais dans la cave depuis 8 mois. 8 mois qui m'avaient paru une éternité. J'ai hésité longtemps avant de faire quoi que ce soit avec ce téléphone. J'avais peur. Peur qu'on me le prenne. Peur qu'on me punisse. Peur que ça empire encore. Mais une nuit, alors que je ne dormais pas, j'ai eu une idée. Et si je cherchais à comprendre ce qui se passait vraiment? Et si je découvrais ce que Julien et Nathalie faisaient avec mon argent, ma maison, ma vie? J'ai commencé par consulter mes comptes bancaires en ligne. Le mot de passe n'avait pas changé. Celui que j'utilisais depuis des années. La date de naissance de Julien. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Ma pension de retraite était toujours versée chaque mois, mais elle était immédiatement transférée vers un autre compte. Un compte au nom de Nathalie. Chaque centime de mon argent, l'argent que j'avais gagné pendant 40 ans d'enseignement, partait directement dans sa poche. J'étais dépouillée depuis des mois sans le savoir. Mais ce n'était pas le pire. J'ai continué à chercher, fouillant dans mes emails, consultant les sites administratifs. Et c'est là que j'ai trouvé le document qui a fait s'effondrer mon monde. Un acte notarié daté de 4 mois plus tôt. Un acte de donation. Ma maison, la maison d'André et Sophie Morel, était désormais au nom de Julien Morel. Une donation soi-disant faite de mon plein gré, avec ma signature au bas de la page. Une signature que je n'avais jamais apposée. Un document que je n'avais jamais vu. Ils avaient falsifié ma signature. Ils m'avaient volé ma maison. Pendant que je pourrissais dans leur cave, ils m'avaient tout pris. J'ai relu le document 10 fois, 20 fois, espérant avoir mal compris, espérant que c'était une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Mon fils, mon Julien, celui que j'avais aimé plus que tout, m'avait volé. Avec la complicité de sa femme, il avait falsifié des papiers, détourné mon argent, pris ma maison. Je n'étais plus propriétaire de rien. Je n'avais plus rien. J'étais une prisonnière dans une maison qui ne m'appartenait plus, entretenue, avec mon propre argent, que je ne touchais plus. Cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement mise de côté. J'étais systématiquement dépouillée, effacée, volée. Ce n'était pas de la négligence, ce n'était pas de l'égoïsme. C'était un plan froid et calculé pour prendre tout ce que j'avais et me laisser mourir dans l'oubli. Ma belle-fille n'était pas juste désagréable, elle était criminelle. Et mon fils n'était pas juste lâche, il était complice. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine comme un trésor. C'était ma seule arme, ma seule chance. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec, mais je savais une chose. Je n'allais pas me laisser mourir dans cette cave. Pas sans me battre, pas sans leur faire payer ce qu'ils m'avaient fait. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien fait. Je restais assise sur mon lit de camp, le téléphone caché sous le matelas, à réfléchir. Mon esprit tournait en boucle, passant de la colère au désespoir, du désespoir à la peur, de la peur à une détermination froide, que je ne me connaissais pas. J'avais 67 ans.
J'étais enfermée dans une cave. On m'avait tout volé. Qu'est-ce qu'une vieille femme comme moi pouvait faire contre eux? Et puis une nuit, alors que je ne dormais pas, j'ai entendu la voix d'André dans ma tête. Pas une hallucination, non. Juste le souvenir de ce qu'il me disait quand je doutais de moi. Sophie, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as appris à lire à des centaines d'enfants qui pensaient qu'ils étaient trop bêtes pour apprendre. Tu n'abandonnes jamais. Il avait raison. Je n'avais pas enseigné pendant 40 ans, en me laissant décourager au premier obstacle. J'avais affronté des parents hostiles, des inspecteurs sévères, des enfants difficiles. J'avais toujours trouvé un moyen. Je devais trouver un moyen maintenant aussi. J'ai commencé à utiliser le téléphone avec méthode, avec prudence. Je ne l'allumais que la nuit, quand j'étais sûre que tout le monde dormait en haut. Je gardais le son coupé, la luminosité au minimum. Je le cachais dans une fissure du mur derrière la chaudière, là où personne ne penserait à regarder. C'était mon secret, ma petite lumière dans les ténèbres. D'abord, j'ai fait des recherches. J'ai tapé des mots dans le moteur de recherche que je n'aurais jamais imaginé taper un jour. Abus de faiblesse, faux en écriture, séquestration, détournement de fonds. Chaque article que je lisais confirmait ce que je soupçonnais. Ce que Julien et Nathalie me faisaient était un crime. Pas juste une injustice, pas juste une cruauté. Un crime puni par la loi. Des gens allaient en prison pour moins que ça. J'ai appris des choses que j'ignorais. J'ai appris que les personnes âgées étaient souvent victimes de leur propre famille. J'ai appris que beaucoup mouraient en silence, sans jamais oser parler, par honte ou par peur. J'ai appris qu'il existait des associations, des avocats, des services sociaux qui pouvaient t'aider. Je n'étais pas seule. D'autres femmes comme moi avaient vécu la même chose. Certaines s'en étaient sorties. Cette pensée m'a donné de l'espoir pour la première fois depuis des mois. Ensuite, j'ai commencé à rassembler des preuves. Chaque nuit, je photographiais ce que je pouvais. Les relevés bancaires, qui montraient tous les virements vers le compte de Nathalie. L'acte de donation avec ma fausse signature. Les emails entre Julien et le notaire, qui avait certifié le document. Je sauvegardais tout sur le téléphone. Je m'envoyais des copies par email à une adresse que j'avais créée spécialement. Je constituais un dossier, pièce par pièce, preuve par preuve. Je ne savais pas encore comment j'allais l'utiliser, mais je savais qu'un jour, ces documents seraient ma planche de salut. Une nuit, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait trembler. Dans les emails de Julien, que je pouvais consulter parce qu'il utilisait le même mot de passe pour tout, j'ai découvert une conversation avec un médecin, un certain docteur Blanchard, psychiatre. Nathalie lui avait demandé d'examiner sa belle-mère pour évaluer son état mental. Le médecin avait répondu qu'il pouvait établir un certificat de démence sénile, si nécessaire, moyennant des honoraires conséquents. La réponse de Nathalie était claire. Parfait. Une fois qu'elle sera internée, on aura les pleins pouvoirs. Faites-moi signe quand vous êtes disponible. Ils voulaient me faire interner. Pas parce que j'étais folle, mais parce qu'une fois sous tutelle, ils auraient accès à tout légalement. Plus besoin de falsifier des signatures, plus besoin de se cacher. Ils pourraient vendre la maison, prendre mon argent, me laisser pourrir dans un hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de mes jours. Et personne ne poserait de questions. Qui écoute une vieille femme déclarée démente par un médecin? J'ai compris que je n'avais plus beaucoup de temps. Ils préparaient leur coup final. Bientôt, il serait trop tard. Je devais agir. Mais comment? Je ne pouvais pas sortir de la cave. Je ne pouvais pas appeler la police. Ils entendraient ma voix.
Je ne pouvais pas m'enfuir. Je ne savais même plus où étaient mes papiers d'identité. J'étais piégée. Et le piège se refermait. C'est alors que je me suis souvenue de Claire. Claire Bertrand. Une petite fille timide, aux nattes brunes qui avait été dans ma classe il y a 35 ans. Elle avait du mal à lire. Les autres enfants se moquaient d'elle. Je l'avais prise sous mon aile. Je lui avais donné des cours particuliers après l'école. Je lui avais répété encore et encore qu'elle pouvait y arriver. Elle y était arrivée. Elle était devenue avocate. J'avais suivi sa carrière de loin, avec la fierté d'une institutrice pour son ancien élève. Elle s'était spécialisée dans le droit des personnes âgées, dans la défense des victimes d'abus. C'était elle qu'il me fallait. J'ai cherché son nom sur Internet. Claire Bertrand, avocate, Rouen. Son cabinet avait un site web avec une adresse email. Mes doigts tremblaient quand j'ai commencé à écrire mon message. Comment expliquer en quelques lignes ce qui m'arrivait? Comment faire comprendre l'horreur de ma situation sans passer pour une folle? J'ai écrit et effacé une dizaine de fois. Finalement, j'ai opté pour la simplicité. Chère Claire, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je m'appelle Sophie Morel. J'étais votre institutrice en CE2 à l'école du village de Saint-Martin. Je vous écris parce que j'ai besoin d'aide. Mon fils et sa femme m'ont enfermé dans la cave de ma propre maison depuis presque 1 an. Ils ont falsifié ma signature pour voler ma maison. Ils ont détourné ma pension de retraite. Et maintenant, ils veulent me faire interner pour prendre le reste. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. S'il vous plaît, aidez-moi. Sophie Morel. J'ai appuyé sur envoyer avant de changer d'avis. Le message est parti dans la nuit, porteur de tous mes espoirs. Puis j'ai éteint le téléphone et j'ai attendu, le cœur battant, terrifiée à l'idée que Nathalie découvre ce que j'avais fait. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je vérifiais mes emails 10 fois par nuit, espérant une réponse, craignant le silence. 3 jours sont passés. Rien. 4 jours. Toujours rien. J'ai commencé à désespérer. Claire ne se souvenait pas de moi. Ou elle pensait que j'étais folle. Ou le message s'était perdu dans ses spams. J'étais de nouveau seule. Et puis, le 5e jour, j'ai vu son nom dans ma boîte de réception. Claire Bertrand. Mon cœur s'est arrêté. Madame Morel, bien sûr que je me souviens de vous. Vous êtes la personne qui m'a appris à croire en moi. Sans vous, je ne serais jamais devenue avocate. Ce que vous me décrivez est extrêmement grave. C'est de l'abus de faiblesse, du faux en écriture, de la séquestration et du détournement de fonds. Des crimes punis de plusieurs années de prison. J'ai besoin que vous m'envoyiez toutes les preuves que vous avez. Documents, photos, captures d'écran, tout ce qui peut étayer vos accusations. Je vais étudier votre dossier personnellement. Tenez bon, Madame Morel, on va les détruire. Claire. J'ai relu ce message 100 fois. On va les détruire. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une promesse, comme une prière exaucée. Quelqu'un me croyait. Quelqu'un allait m'aider. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. De l'espoir. Un espoir fragile, ténu, mais réel. Cette nuit-là, j'ai tout envoyé à Claire. Les relevés bancaires, l'acte de donation falsifié, les emails entre Julien et le notaire, les messages avec le médecin corrompu, des dizaines de pièces à conviction, des mois de travail méthodique dans l'obscurité. J'ai tout déversé dans un long email, accompagné d'explications détaillées. Comment ils m'avaient installé dans la cave, comment ils m'avaient isolé des enfants, comment ils avaient pris le contrôle de ma vie, de mon argent, de ma maison. J'ai tout raconté, sans rien omettre,
sans rien embellir. La réponse de Claire est arrivée le lendemain. « Madame Morel, c'est pire que ce que je pensais. Ces documents sont accablants. Le notaire qui a certifié la donation est un complice. On pourra le faire radier. Votre fils et sa femme risquent gros, très gros. Mais il me faut encore un peu de temps pour préparer le dossier. En attendant, continuez à rassembler des preuves si vous le pouvez. Et surtout, ne faites rien qui pourrait les alerter. Si jamais ils découvrent que vous avez un téléphone, ils vont accélérer leur plan. Soyez prudente. Je vous recontacte dans quelques jours. » Être prudente, c'était facile à dire pour quelqu'un qui n'était pas enfermé dans une cave. Mais Claire avait raison. Je devais attendre, me taire, faire semblant d'être la vieille femme docile qu'il pensait que j'étais. C'était le plus dur. Savoir que je pouvais me battre et devoir rester immobile. Savoir qu'il y avait de l'espoir et devoir continuer à vivre dans le désespoir apparent. Alors j'ai joué le jeu. Quand Nathalie descendait m'apporter mes repas, je baissais les yeux. Quand Julien venait vérifier que j'étais encore en vie, je murmurais des remerciements. Je suis devenue l'ombre qu'il voulait que je sois, invisible, soumise, oubliée. Mais à l'intérieur, j'avais changé. Je n'étais plus la victime qui pleurait dans le noir. J'étais devenue une femme qui préparait sa revanche. Chaque humiliation qu'il m'infligeait, je la notais dans ma mémoire. Chaque cruauté, chaque mépris, chaque regard de dédain. Un jour, il paierait pour tout. Et ce jour approchait. Les semaines qui ont suivi ont été un exercice d'équilibre constant entre l'espoir et la terreur. Je vivais deux vies parallèles. Le jour, j'étais la vieille femme brisée qui mangeait ses restes en silence et fixait les murs gris de sa prison. La nuit, je devenais une autre Sophie, celle qui communiquait avec son avocate, qui rassemblait des preuves, qui préparait méthodiquement la chute de ses bourreaux. Cette double vie m'épuisait, mais elle me maintenait en vie. Elle me donnait une raison de me réveiller chaque matin. Claire m'envoyait des messages régulièrement. Elle travaillait sur mon dossier, consultait des collègues, préparait une stratégie. Elle m'expliquait les procédures, les délais, les risques. Elle me prévenait que ça prendrait du temps, que la justice était lente, que je devais être patiente. Mais elle me promettait aussi que nous gagnerions. Les preuves étaient accablantes, disait-elle. Aucun juge ne pourrait ignorer ce que Julien et Nathalie m'avaient fait. Pendant ce temps, la vie continuait au-dessus de ma tête. J'entendais tout, je devinais tout. Les disputes entre Julien et Nathalie, de plus en plus fréquentes, les pleurs des enfants quand leurs parents criaient, les claquements de portes, les silences lourds qui suivaient les orages. Leur mariage parfait craquait de toutes parts. L'argent qu'ils m'avaient volé ne suffisait pas à combler le gouffre de leurs ambitions. Nathalie voulait toujours plus, toujours mieux. Une voiture neuve, des vacances au soleil, des vêtements de marque. Et Julien, mon pauvre Julien faible et lâche, n'arrivait pas à suivre le rythme. Un soir, j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. Nathalie parlait au téléphone, probablement à une amie. Sa voix était claire. Elle ne se doutait pas que je pouvais l'entendre à travers le plancher. Elle disait qu'elle en avait assez d'attendre, que la vieille prenait trop de temps à mourir, qu'il fallait accélérer les choses. Elle a ri, un rire froid et cruel, puis elle a ajouté que le docteur Blanchard viendrait la semaine prochaine pour l'évaluation. Après ça, disait-elle, on pourrait enfin passer aux choses sérieuses, la semaine prochaine. J'avais une semaine pour agir. Une semaine avant qu'il ne m'enferme dans un hôpital psychiatrique avec un faux diagnostic de démence. Une semaine avant de perdre tout espoir de me battre.
J'ai immédiatement envoyé un message à Claire pour la prévenir. Elle a répondu dans l'heure. Elle me disait de ne pas paniquer, qu'elle allait accélérer les procédures, qu'elle contacterait les services sociaux et la police dès le lendemain matin. Elle me demandait de tenir encore un peu, juste un peu. Mais Nathalie ne m'a pas laissé ce temps. 2 jours plus tard, elle est descendue à la cave. Pas pour m'apporter un repas, pas pour vérifier si j'étais vivante. Elle est descendue avec une intention précise, un soupçon dans les yeux. Elle a regardé autour d'elle, fouillant du regard les recoins sombres de ma prison. Puis elle m'a fixé avec ce sourire que je haïssais. « Sophie, vous avez l'air différente ces derniers temps, plus alerte, presque joyeuse. » J'ai baissé les yeux, essayant de paraître aussi pitoyable que d'habitude. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Nathalie. Vraiment, moi je trouve que vous avez changé, comme si vous aviez un secret. Elle s'est mise à fouiller. Elle a retourné mon lit de camp, vidé le petit sac où je gardais mes affaires, regardé dans chaque recoin. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Le téléphone. Il était caché derrière la chaudière, dans une fissure du mur. Si elle le trouvait, tout était fini. Elle s'est approchée de la chaudière. Elle a passé sa main sur les tuyaux, regardé derrière le réservoir. J'ai cessé de respirer. Ses doigts étaient à quelques centimètres de ma cachette. 1 seconde, 2 secondes, une éternité. Et puis elle s'est arrêtée. Elle a haussé les épaules et s'est retournée vers moi. « Vous me cachez quelque chose, Sophie. Je le sens. Et je finirai par découvrir quoi. » Elle est remontée. J'ai entendu le verrou se fermer. J'ai attendu 1 heure entière, avant d'oser bouger, avant d'oser vérifier que le téléphone était toujours là. Il y était. Elle ne l'avait pas trouvé. Mais c'était -1, beaucoup -1. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message désespéré à Claire. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Nathalie se doutait de quelque chose, que je ne pourrais pas tenir longtemps. Claire m'a répondu qu'elle comprenait, qu'elle faisait tout son possible, que les choses avançaient. Elle m'a dit de détruire le téléphone si nécessaire, de ne prendre aucun risque. Les preuves étaient déjà sauvegardées chez elle, elle n'avait plus besoin de moi pour les transmettre. Maintenant, il fallait juste que je survive jusqu'à ce que l'aide arrive. Survivre. C'était devenu mon seul objectif. Survivre 1 jour de plus, 1 heure de plus, 1 minute de plus. Je ne dormais presque plus. Chaque bruit au-dessus de ma tête me faisait sursauter. Chaque pas dans l'escalier pouvait annoncer ma fin. J'étais épuisée, terrifiée, à bout de force, mais je refusais d'abandonner. Pas maintenant, pas si près du but. 3 jours ont passé. Des jours interminables où je guettais le moindre signe, le moindre espoir. Et puis, un matin, Nathalie est redescendue. Elle n'était pas seule cette fois. Julien était avec elle. Et dans les mains de mon fils, il y avait mon téléphone. « Tu croyais qu'on ne trouverait pas, vieille folle ?» La voix de Nathalie était un sifflement de haine. Elle m'a arraché le téléphone des mains de Julien et l'a brandi devant mon visage. « Tu as envoyé des emails. Tu as contacté une avocate. Tu as essayé de nous dénoncer. » J'ai regardé Julien, mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, aimé. Il ne me regardait pas. Il fixait le sol, les mains dans les poches, comme un gamin pris en faute. Mais ce n'était pas lui qui était pris en faute. C'était moi. « Julien !» ai-je murmuré. « S'il te plaît. » Il n'a pas bougé. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a rien dit. Nathalie a ri. Un rire aigu, presque hystérique. « Tu crois qu'il va t'aider ?» Julien fait ce que je lui dis de faire. Il a toujours fait ce que je lui dis de faire. C'est comme ça que ça marche dans cette maison.
Elle a jeté le téléphone par terre et l'a écrasé sous son talon. L'écran s'est brisé, les morceaux de plastique ont volé dans tous les sens. Ma fenêtre sur le monde, ma planche de salut, mon espoir, réduits en miettes sous la semelle d'une femme cruelle. Maintenant, écoute-moi bien, Sophie. Le docteur Blanchard vient demain. Il va t'examiner et il va conclure que tu es sénile, que tu as des hallucinations, que tu inventes des histoires. Et après, on va t'envoyer dans un endroit où tu pourras raconter tes mensonges à qui tu veux. Personne ne t'écoutera, personne ne te croira. Tu vas finir tes jours dans un asile, seul, oublié, comme tu le mérites. Elle s'est penchée vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Tu aurais dû rester tranquille, vieille idiote. Tu aurais dû accepter ta place. Maintenant, c'est trop tard. Elle est remontée, suivie de Julien qui n'avait toujours pas dit un mot. Le verrou a claqué et je me suis retrouvée seule, entourée des débris de mon téléphone, de mon espoir, de ma dernière chance. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Une trahison de ceux que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là a été la plus sombre de ma captivité. Pas seulement à cause de l'obscurité, mais à cause du désespoir absolu qui m'envahissait. J'avais tout perdu. Le téléphone était détruit. Nathalie savait tout. Le médecin venait le lendemain pour me faire interner. C'était fini. J'avais lutté pendant des mois. J'avais cru en la justice. J'avais espéré. Et tout ça pour rien. Ils avaient à gagner. Je me suis assise sur mon lit de camp, la photo d'André dans les mains. Je lui ai parlé, comme je le faisais chaque soir. Mais cette fois, ce n'était pas pour lui raconter ma journée ou lui demander conseil. C'était pour lui dire adieu. André, mon amour, je crois que c'est la fin. Je n'ai plus la force de me battre. Je suis fatiguée. Tellement fatiguée. Tu me manques. J'aimerais tellement être avec toi là où tu es. J'aimerais fermer les yeux et ne plus jamais les rouvrir. J'ai pleuré longtemps. Des larmes de défaite, des larmes de deuil. Je pleurais ma vie perdue. Ma dignité piétinée, mes petits-enfants que je ne verrai plus jamais. Je pleurais mon fils, celui que j'avais aimé et qui m'avait trahi. Je pleurais tout ce que j'avais été et tout ce que je ne serai plus jamais. Et puis, quelque part dans la nuit, alors que mes larmes se tarissaient, j'ai entendu la voix d'André. Pas vraiment, bien sûr. C'était dans ma tête, un souvenir, une imagination. Mais c'était sa voix quand même. Sophie, ma Sophie, tu n'abandonnes jamais. Tu te souviens? C'est ce que j'aimais chez toi. Même quand tout semblait perdu, tu trouvais un moyen. Tu trouvais toujours un moyen. J'ai serré la photo contre mon cœur. Il avait raison. Je n'avais pas survécu à 67 ans de vie pour me laisser mourir dans une cave. Je n'avais pas enseigné à des centaines d'enfants à ne jamais abandonner pour abandonner moi-même. Claire avait mes preuves. Elle savait tout. Même si je ne pouvais plus la contacter, elle allait agir. Je devais juste tenir encore un peu. Juste un peu. Le lendemain matin, j'ai entendu du bruit inhabituel au-dessus de ma tête. Des voix que je ne reconnaissais pas, des pas lourds, des discussions animées. Puis le silence. Puis à nouveau du bruit. Quelque chose se passait, mais je ne savais pas quoi. L'heure du petit déjeuner est passée. Personne n'est descendu m'apporter mon plateau. L'heure du déjeuner est passée. Toujours personne. J'avais faim, j'avais peur, mais surtout j'étais intriguée. Que se passait-il là-haut? Et puis, en fin d'après-midi, j'ai entendu quelque chose qui a fait bondir mon cœur. Des coups frappés à la porte de la cave. Pas le bruit habituel du verrou qu'on ouvre. Des coups, comme si quelqu'un demandait la permission d'entrer.
Madame Morel? Madame Sophie Morel? C'est la police. Nous venons vous chercher. La police. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une musique céleste. La police était là. Quelqu'un était venu. Je n'étais pas oubliée. La porte s'est ouverte. La lumière du jour a envahi l'escalier, m'aveuglant après des mois de pénombre. J'ai vu des silhouettes descendre vers moi. Un homme en uniforme, une femme en civil, d'autres personnes derrière eux. Madame Morel, je suis le capitaine Renaud. Nous avons reçu un signalement de maître Claire Bertrand. Nous venons vous mettre en sécurité. Claire, ma petite Claire aux nattes brunes qui avait du mal à lire. Elle ne m'avait pas abandonnée. Quand j'avais cessé de répondre à ses messages, elle avait compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait alerté les autorités. Elle m'avait sauvée. Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient. Mon corps était faible. Le capitaine Renaud m'a tendu la main pour m'aider. C'était la première main tendue avec gentillesse que je touchais depuis des mois. J'ai failli m'effondrer en larmes. « Prenez votre temps, madame. Nous ne sommes pas pressés. » J'ai ramassé la photo d'André. C'était tout ce que je voulais emporter. Tout ce dont j'avais besoin. Je suis prête. Nous avons monté l'escalier ensemble. Chaque marche était un effort, chaque pas un triomphe. Et quand j'ai émergé dans le couloir de ma maison, dans cette maison que j'avais construite avec mon mari, que j'avais payée pendant 30 ans, que mon fils m'avait volée, j'ai vu quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire, jusqu'à mon dernier souffle. Julien et Nathalie étaient assis dans le salon, encadrés par des policiers. Nathalie pleurait, le mascara coulait sur ses joues. Elle criait que c'était un malentendu, qu'on ne pouvait pas lui faire ça, qu'elle connaissait ses droits. Julien était livide, silencieux, le regard vide. Quand il m'a vu sortir de la cave, il a baissé les yeux. Je me suis arrêtée devant eux. Le capitaine Renaud a voulu me faire avancer, mais je l'ai retenu d'un geste. « Attendez, j'ai quelque chose à dire. » Je me suis approchée de mon fils, cet homme de 42 ans qui avait été mon bébé, mon trésor, ma raison de vivre. Je l'ai regardé longuement. Il ne levait toujours pas les yeux. Julien. Il a fini par me regarder. Ses yeux étaient rouges, humides. De honte ou de peur, je ne saurais dire. Tu as eu honte de moi. Tu m'as caché comme un meuble encombrant. Tu m'as laissé pourrir dans le noir pendant que tu vivais dans la lumière. Mais c'est toi qui devrais avoir honte. Pas moi. Toi. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte d'entrée. Dehors, il faisait beau. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, la vie continuait. J'ai respiré l'air frais pour la première fois depuis des mois. Et j'ai senti quelque chose changer en moi. La victime était en train de mourir. La survivante était en train de naître. On m'a conduite à l'hôpital pour un examen médical complet. Les médecins ont constaté les dégâts de 2 années de captivité. J'avais perdu 12 kilos. Ma peau était pâle, presque translucide, par manque de soleil. Mes muscles s'étaient atrophiés à force de rester immobiles dans un espace si réduit. J'avais des carences en vitamines, des problèmes respiratoires à cause de l'humidité de la cave, des douleurs articulaires qui me faisaient grimacer à chaque mouvement. Mais le médecin qui m'a examinée m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit que malgré tout ce que mon corps avait subi, mon esprit était intact, parfaitement lucide, parfaitement sain, pas la moindre trace de démence ou de confusion mentale. J'étais une femme forte, a-t-il ajouté, plus forte que la plupart des gens qu'il avait rencontrés dans sa carrière. Claire est venue me voir à l'hôpital le soir même. Quand elle est entrée dans ma chambre, j'ai eu du mal à la reconnaître.
La petite fille timide aux nattes brunes était devenue une femme élégante, sûre d'elle, avec des cheveux courts et un tailleur impeccable. Mais quand elle m'a souri, j'ai retrouvé le regard de l'enfant que j'avais connu. Ce regard qui cherchait l'approbation, qui voulait bien faire, qui avait besoin qu'on croie en elle. Elle s'est assise à côté de mon lit et elle m'a pris la main. Nous sommes restés un moment en silence, parce que parfois les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu'on ressent. Claire m'a expliqué ce qui s'était passé. Quand j'avais cessé de répondre à ses messages, elle avait immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait contacté les services sociaux et la police, leur transmettant toutes les preuves que je lui avais envoyées. L'acte de donation falsifié, les virements bancaires frauduleux, les emails avec le notaire corrompu et le médecin véreux. Le dossier était accablant, tellement accablant que le procureur avait ordonné une intervention immédiate. Les policiers étaient arrivés chez moi le matin même, au moment où le docteur Blanchard s'apprêtait à venir m'examiner pour me faire interner. Quelques heures de plus et il aurait été trop tard. Les jours suivants ont été un tourbillon d'événements. J'ai été interrogée par la police à plusieurs reprises. J'ai raconté mon histoire encore et encore, chaque détail, chaque humiliation, chaque souffrance. Les enquêteurs prenaient des notes, posaient des questions, vérifiaient mes déclarations. Ils étaient professionnels, respectueux, mais je voyais dans leurs yeux quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Comment un fils pouvait-il faire ça à sa propre mère? Comment une famille pouvait-elle tomber si bas? Je n'avais pas de réponse à ces questions. Je me les posais moi-même depuis 2 ans. L'enquête a révélé des choses que je ne soupçonnais même pas. Le notaire qui avait certifié l'acte de donation falsifié était un ami d'enfance de Nathalie. Il avait accepté de fermer les yeux, en échange d'une commission substantielle. Le docteur Blanchard, le psychiatre qui devait me faire interner, avait déjà été impliqué dans des affaires similaires. Il établissait de faux certificats de démence pour des familles qui voulaient se débarrasser de leurs parents âgés et mettre la main sur leur héritage. C'était un réseau, une organisation criminelle qui exploitait les personnes vulnérables. Et Nathalie en connaissait tous les rouages. Mais le plus terrible, le plus douloureux, c'était ce que l'enquête a révélé sur le passé de ma belle-fille. Les policiers ont découvert que Nathalie avait déjà fait la même chose auparavant. Sa propre mère, une femme de 75 ans, qui vivait seule dans une maison de campagne, était morte 3 ans plus tôt. Officiellement, elle était décédée d'une pneumonie. Mais en creusant, les enquêteurs ont trouvé des témoignages troublants. Des voisins qui n'avaient plus vu la vieille dame depuis des mois. Un médecin qui avait signé le certificat de décès sans jamais examiner le corps. Un héritage conséquent qui avait été transféré à Nathalie quelques semaines après l'enterrement. Le dossier a été rouvert. Une autopsie a été ordonnée. Et ce qu'ils ont trouvé a confirmé mes pires craintes. La mère de Nathalie n'était pas morte de maladie. Elle était morte de négligence, de faim, de froid, abandonnée dans une pièce de sa propre maison pendant des mois, exactement comme moi dans ma cave. Sauf qu'elle, personne n'était venu la sauver. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. 6 mois pendant lesquels j'ai vécu dans un petit appartement que Claire m'avait aidé à trouver. 6 mois de reconstruction lente, de séances chez un psychologue, de nuits encore hantées par les cauchemars de la cave. Mais aussi 6 mois où j'ai réappris à vivre, à manger à ma faim, à sortir quand je voulais, à voir le soleil chaque matin.
Des choses simples que je n'aurais jamais cru pouvoir apprécier autant. Le jour du procès, la salle d'audience était pleine. Des journalistes, des curieux, des représentants d'associations de défense des personnes âgées. L'affaire avait fait du bruit. On parlait de moi dans les journaux, à la télévision. La vieille dame de la cave, m'appelait-il. Ce n'était pas un titre dont j'étais fière, mais au moins, il attirait l'attention sur un problème que beaucoup préféraient ignorer. Les abus contre les personnes âgées, les familles qui dépouillent leurs parents, les crimes qui se commettent dans le silence des maisons bien comme il faut. J'ai témoigné pendant plus de 2 heures. J'ai raconté tout, depuis le jour où Julien et Nathalie avaient emménagé chez moi, jusqu'au moment où les policiers m'avaient sorti de la cave. J'ai décrit les repas froids, la bassine pour me laver, l'obscurité permanente, l'isolement des enfants. J'ai parlé de la falsification de ma signature, du détournement de ma pension, du projet de m'interner. Ma voix tremblait parfois, mais je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré dans cette cave. Maintenant, c'était le temps de la vérité, pas des larmes. Nathalie a nié tout en bloc. Elle a prétendu que j'avais choisi de vivre dans la cave, que j'étais confuse, que j'inventais des histoires pour me venger d'elle parce qu'elle avait pris sa place dans le cœur de mon fils. Son avocat a essayé de me faire passer pour une vieille femme aigrie et jalouse. Mais les preuves étaient là, irréfutables. Les documents falsifiés, les virements bancaires, les témoignages des voisins qui ne m'avaient pas vu depuis 2 ans, le rapport médical qui attestait de ma captivité, et surtout, le dossier de la mère de Nathalie, cette autre victime qu'on avait laissée mourir dans l'oubli. Julien, lui, n'a presque rien dit. Il a reconnu les faits. Il a admis sa complicité. Mais il a refusé de regarder dans ma direction. Pendant tout le procès, il a gardé les yeux baissés, comme le petit garçon qu'il était autrefois quand il avait fait une bêtise. Sauf que cette fois, la bêtise était un crime. Et le petit garçon était un homme de 42 ans qui avait choisi d'abandonner sa mère pour satisfaire les ambitions de sa femme. Le verdict est tombé un vendredi après-midi de mars. Nathalie a été condamnée à 8 ans de prison ferme pour abus de faiblesse, séquestration, faux en écriture et détournement de fonds. Le dossier de sa mère étant encore en instruction, d'autres charges pouvaient s'ajouter. Le notaire complice a été radié et condamné à 3 ans de prison. Le docteur Blanchard a perdu sa licence médicale et écopé de 2 ans ferme. Quant à Julien, mon fils, il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis et à une interdiction de me contacter pendant 10 ans. La maison a été saisie comme produit d'une infraction. Elle serait vendue aux enchères et l'argent me reviendrait, ainsi que des dommages et intérêts substantiels. Quand le juge a prononcé la sentence, Nathalie s'est effondrée. Elle a crié que c'était injuste, qu'elle était innocente, qu'on la persécutait. Les policiers ont dû la maîtriser pour l'emmener. Julien, lui, est resté immobile. Une larme a coulé sur sa joue. Une seule? Puis il s'est laissé emmener sans résistance. Je l'ai regardé partir. Cet homme qui avait été mon enfant, mon trésor, ma raison de vivre. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la satisfaction, pas de la joie. Juste une immense fatigue et une tristesse profonde. La justice avait été rendue, mais ma famille était détruite. Mon fils allait vivre avec la honte de ce qu'il avait fait. Mes petits-enfants grandiraient en sachant que leur père avait enfermé leur grand-mère dans une cave. Personne ne sortait vraiment gagnant de cette histoire. Nous étions tous des perdants, chacun à notre façon. Après le procès, Claire m'a accompagnée jusqu'à la sortie du tribunal. Dehors,
Il y avait des journalistes, des caméras, des micros tendus. Ils voulaient des déclarations, des réactions, des mots forts, mais je n'avais rien à leur dire. J'ai simplement serré la main de Claire et je suis partie. J'avais besoin de silence, de solitude, de temps pour digérer tout ce qui venait de se passer. La bataille était terminée. Maintenant, il fallait apprendre à vivre avec les cicatrices. 6 mois après le procès, j'ai acheté une petite maison en Bretagne, face à la mer. Une maison modeste, rien à voir avec la demeure familiale de Normandie. Mais elle était à moi, vraiment à moi, et personne ne pourrait jamais me la prendre. Elle avait une terrasse qui donnait sur l'océan, et chaque matin, je m'y installais avec une tasse de café pour regarder les vagues se briser contre les rochers. Le bruit de la mer était devenu ma nouvelle musique, remplaçant le silence oppressant de la cave et les bruits de pas au-dessus de ma tête qui m'avaient hanté pendant 2 ans. La reconstruction a été lente, douloureuse, mais réelle. J'ai dû réapprendre des gestes simples que la captivité m'avait fait oublier. Marcher longtemps sans m'essouffler, manger à ma faim sans culpabilité, dormir dans un vrai lit avec des draps propres et une fenêtre par laquelle entrait la lumière du jour. Les premières semaines, je me réveillais en sursaut chaque nuit, persuadée d'être encore dans la cave, terrorisée à l'idée d'entendre le verrou se fermer. Mon psychologue m'a expliqué que c'était normal, que le traumatisme prenait du temps à cicatriser, que mon corps et mon esprit devaient réapprendre la liberté. Il avait raison. Peu à peu, les cauchemars se sont espacés, puis ils ont presque disparu. Aujourd'hui, je dors paisiblement, bercée par le murmure de l'océan. J'ai reçu des nouvelles de tout le monde, au fil des mois. Nathalie purge sa peine dans une prison pour femmes près de Lyon. Et d'après ce que Claire m'a dit, elle n'a pas changé. Elle continue à clamer son innocence, à accuser tout le monde, sauf elle-même, à se présenter comme une victime de l'injustice. Le dossier concernant la mort de sa propre mère a abouti à une condamnation supplémentaire pour homicide involontaire, ce qui a ajouté 3 ans à sa peine. Elle sortira de prison dans plusieurs années, vieille et seule, sans argent, sans famille, sans rien de ce qu'elle avait voulu posséder à tout prix. La vie lui a rendu exactement ce qu'elle avait donné. Julien vit dans un petit appartement à Rouen, surveillé par son contrôle judiciaire. Il a perdu son travail quand l'affaire a éclaté dans les médias, et personne ne veut embaucher un homme connu pour avoir séquestré sa propre mère. Il survit grâce à des petits boulots, des missions d'intérim, une existence précaire qui n'a plus rien à voir avec la vie confortable qu'il menait quand il me dépouillait de tout ce que j'avais. Il m'a écrit une lettre, quelques mois après le procès, une lettre que j'ai gardée sans jamais y répondre. Il me demandait pardon, il disait qu'il regrettait, qu'il avait été faible, qu'il n'avait pas su résister à Nathalie, qu'il pensait à moi tous les jours. Je l'ai lu une seule fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, je n'en ai pas la force, et je ne suis pas sûre d'en avoir l'envie. Les enfants, mes petits-enfants Léo et Emma, vivent chez la sœur de Julien, une femme que je connaissais à peine, mais qui s'est révélée être une personne bienveillante et aimante. J'ai obtenu un droit de visite, et ils viennent me voir un week-end par mois en Bretagne. Les premières retrouvailles ont été difficiles, chargées de malaise et de questions silencieuses. Ils avaient grandi pendant ces 2 années où je ne les avais pas vus, et moi j'avais vieilli, changé, marqué par l'épreuve.
Mais les enfants ont cette capacité extraordinaire de pardonner et d'oublier que les adultes perdent avec le temps. Aujourd'hui, quand ils viennent, nous construisons des châteaux de sable sur la plage. Nous mangeons des crêpes au caramel dans le petit restaurant du port. Nous regardons le coucher du soleil ensemble sur la terrasse. Ils m'appellent mamie, et dans leurs yeux, je ne vois plus la pitié ou l'incompréhension. Je vois de l'amour, simplement de l'amour. Claire est devenue bien plus qu'une avocate pour moi. Elle est devenue une amie, peut-être même la fille que je n'ai jamais eue. Elle vient me rendre visite régulièrement, nous marchons ensemble le long de la côte, nous parlons de tout et de rien, de la vie, de la justice, de l'avenir. Elle m'a dit un jour que je l'avais sauvée quand elle était enfant, que sans moi elle n'aurait jamais cru en elle-même, qu'elle me devait tout. Je lui ai répondu que c'était elle qui m'avait sauvée, et que nous étions quittes. Elle a ri, et j'ai ri aussi, et pendant un instant, j'ai oublié tout ce que j'avais traversé. C'est ça, la guérison. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de rire malgré elle. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je suis assise sur ma terrasse face à l'océan. Le soleil se couche lentement, peignant le ciel de nuances orangées et roses, que je n'aurais jamais pu imaginer depuis ma cave obscure. La photo d'André est posée à côté de moi, comme toujours, et je lui parle encore parfois, quand la solitude se fait sentir. Mais ce n'est plus la solitude désespérée de la captivité. C'est une solitude choisie, paisible, qui me permet de réfléchir à tout ce que j'ai vécu et à tout ce que j'ai appris. J'ai 70 ans maintenant. 3 années ont passé depuis que les policiers m'ont sorti de cette cave où mon propre fils m'avait enfermé. 3 années pendant lesquelles j'ai reconstruit ma vie pierre par pierre, comme j'avais construit ma maison avec André autrefois. Je ne suis plus la même femme qu'avant. L'épreuve m'a changée. Elle m'a durcie par certains côtés et adoucie par d'autres. J'ai appris que l'amour maternel ne protège pas de tout, que la confiance peut être trahie par ceux qu'on aime le plus, mais aussi que la dignité est quelque chose que personne ne peut vous voler si vous refusez de la céder. On m'a enfermée dans une cave pour me faire disparaître, pour m'effacer du monde des vivants, pour prendre tout ce que j'avais construit pendant une vie entière. Mais ce sont eux qui ont disparu. Pas dans une cave, non, mais dans leurs propres mensonges, dans leur cupidité, dans les conséquences de leurs actes. Nathalie pourrit en prison, Julien survit dans la honte. Et moi je regarde la mer chaque matin, en respirant l'air salé de la liberté. La justice n'est pas toujours rapide, elle n'est pas toujours parfaite, mais elle finit par arriver. Il suffit de tenir bon, de ne jamais abandonner, de croire qu'un jour, la lumière reviendra même quand l'obscurité semble éternelle. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à reconnaître les signes de l'abus avant qu'il ne soit trop tard, à refuser l'humiliation et à choisir la dignité plutôt que la soumission, alors ces 2 années dans la cave auront eu un sens. Chaque larme que j'ai versée, chaque nuit que j'ai passée à trembler de froid et de peur, chaque humiliation que j'ai subie en silence, tout cela n'aura pas été vain. Si une autre femme peut éviter le même sort grâce à mon témoignage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, car parfois une histoire peut changer toute une journée,
Parfois, elle peut même sauver une vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.